Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. C'est assez particulier, ce genre de déclaration-là du président américain en ce qui concerne ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon, d'abord, le protocole d'entente, vous vous en souvenez, là, on s'était donné 60 jours pour conclure un accord de paix définitif. Trump avait signé ça à Versailles. Attention, c'était très glamour. Par contre, 2 mois plus tard, l'Iran et les États-Unis n'ont pas l'intention de chercher à prolonger ce protocole-là. Et dans le cadre d'une entrevue, Trump a même menacé de bombarder Oman si le pays empêchait la conclusion d'un accord sur le détroit d'Ormuz. Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Explique-nous un peu ce genre de déclaration-là, parce que c'est tout moi où Oman essayait quand même, par toutes sortes de discussions, de faire avancer le dossier, là. Tu as tout à fait raison de le préciser. D'abord, un point de détail là-dessus. Donald Trump est dans une entrevue téléphonique avec un journaliste de Fox News. Il fait un commentaire et là, on en fait la une. Bon, parfois, c'est difficile de distinguer la politique officielle des États-Unis des pures volontés du président. Juste garder ça en tête, c'est peut-être pas sérieux, son ambition de bombarder Oman. Cela étant dit, ce qui se produisait depuis plusieurs semaines, c'est qu'Oman et Iran, qui sont les deux pays des deux côtés du détroit de Hormuz, négociaient ensemble pour gérer une nouvelle voie de navigation commerciale. Et là, ce qui allait peut-être se produire, c'est qu'on aurait eu un accord entre Oman et l'Iran qui aurait permis d'une manière ou d'une autre à l'Iran de charger des frais de navigation. Ce qui évidemment s'oppose à la volonté américaine. Le problème ici, Alex, c'était quoi? C'est que si on a un accord qui rouvre la navigation entre deux pays du Moyen-Orient et que cet accord-là, il obtient le soutien des autres pays de la région, ça devient très compliqué pour les Américains, de leur côté, de revenir en arrière et de maintenir leur pression, disons, maximale sur l'Iran. Parce qu'essentiellement, tous les voisins s'entendent. Pourquoi est-ce que les Américains, de l'autre côté, à l'autre bout du monde, viendraient compliquer les choses? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en allait? Et c'est ça que Trump a en tête lorsqu'il menace Oman? C'est possible. Maintenant, il y a un gros problème pour le président, là. Parce que depuis le début de ce conflit-là, qu'il a lancé sans consulter ses partenaires de la région, qu'il a lancé sans consulter ses alliés et qui ne s'est pas du tout déroulé comme il l'espérait, eh bien, il avait quand même réussi à garder le soutien des autres pays, à part l'Iran, évidemment. Mais il n'y a pas eu de rupture majeure avec les États-Unis. Là, s'il commence à menacer même des pays qui sont nominalement alignés, et Oman est un pays qui possède des bases militaires américaines, qui a une coopération très forte avec les États-Unis, eh bien, ça augure très, très mal. Ça nous montre peut-être que là, il est vraiment acculé au pied du mur. Autre élément, là, peut-être plus positif pour les Américains. Hier, vous avez un haut responsable iranien qui dit, pour régler la question du blocus maritime, les États-Unis empêchent les navires iraniens de quitter l'Iran, eh bien, on serait prêt à prendre des options offensives. Est-ce que ça voudrait finalement dire qu'il y a bel et bien une douleur économique en Iran et que là, la situation là-bas commence à être intenable et que donc, du fait qu'on est peut-être désespéré, on pourrait commencer à s'attaquer du côté iranien aux États-Unis plutôt que de répliquer à des attaques. Si c'est le cas, ça veut dire que la stratégie américaine d'étranglement de l'économie, elle commence peut-être à fonctionner. Bon, c'est pas encore fait, ça pourrait se faire. Donc, des deux côtés, là, la situation est plus ambivalente qu'on peut le penser. Donc, des déclarations particulières, mais tu sais, dans le fond, là, ce à quoi on a assisté, l'espèce de protocole d'entente, c'est un show de boucan, là, Georges. Mais c'est un show de boucan qui aurait pu fonctionner. Le problème, dès le départ, c'était quand même que dans le protocole d'entente, on disait le détroit sera ouvert selon des arrangements iraniens. Les Iraniens ont lu ça, ont dit « Ah, on a gagné, c'est nous qui le contrôlons le détroit. » Les Américains se sont dit, ben écoutez, c'est plus simple que ça, vous avez juste à pas tirer sur des navires qui veulent passer. La discorde est partie de là, et par la suite, ben là, c'était un peu absurde de parler d'un cessez-le-feu, considérant les épisodes de reprise militaire qu'on a connus. Et là, effectivement, les 60 jours qu'on s'était donnés sont arrivés à expiration, sans résolution du conflit. D'ailleurs, un sondage nous indiquait récemment que les Américains eux-mêmes s'attendent à une guerre très longue, une implication très longue au Moyen-Orient. Mais ça a quand même redéfini le contexte géopolitique, là, ce qui se passe au Moyen-Orient. Puis ajoute à ça, Georges, aussi, la relation de Donald Trump avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Hein, tu sais, puis normalement, tu sais, il y avait des exercices militaires, même avec la Corée du Sud. Là, un instant, on n'en fera plus pour pas offusquer le bon Kim. Puis après ça, les deux, discutent. Trump a eu de très bons mots encore dans les dernières heures sur lui, là. Mais je pense qu'on sous-estime le dommage que fait Donald Trump et sa politique étrangère à la puissance des Américains sur le monde. Le cas de la Corée du Sud est très instructif. Ouais. En Corée du Sud, là, si la Corée du Sud entre en guerre, le pays qui a le commandement des forces militaires sud-coréennes en ce moment, ce sont les États-Unis. Leur alliance est tellement
tellement forte et tellement proche que les commandants américains pourraient commander des soldats sud-coréens, pas européens. Et ça découle de quoi? Mais ça découle du fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, surtout après la guerre de Corée en Corée, les Américains ont tissé des alliances qui leur donnaient beaucoup de pouvoir. Parce que ce que Trump ne comprend pas, c'est que des pays qui sont dépendants des États-Unis, c'est aussi des pays qui ont intérêt à les écouter. Et là, ce qui se produit, c'est qu'en insultant ses alliés, en limitant sa participation à des exercices militaires conjoints ou en ne remplissant pas sa promesse de sécurité, parce que les Américains, notamment au Moyen-Orient, promettaient la sécurité. Ils disaient, écoutez, on va s'en occuper de garder la paix. Eh bien, les gens commencent à s'autonomiser. En Corée du Sud, on demande désormais à retrouver le contrôle des forces armées en temps de guerre. On veut se diriger vers ça. C'est pas une bonne chose pour les Américains. Au Moyen-Orient, on a eu ce fameux pacte de défense entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan qui s'est signé en marge des Américains comme si on voulait trouver une manière de se débrouiller sans eux. Donc, la puissance des États-Unis au niveau global, leur standing global, il diminue sévèrement. Du côté de Donald Trump, on se dit, génial, ça va nous coûter moins cher. Oui, ça va nous coûter moins cher, mais ce qui coûte encore plus cher, c'est de devoir livrer des batailles seuls, plutôt que d'avoir la possibilité, ce que les Américains avaient, de les livrer avec des alliés avec lesquels on est fortement intégrés. Et puis on l'a très bien vu, Georges, là, tu sais, quand Trump a appelé ses alliés à venir l'aider dans le détroit d'Ormuz, ils ont tout regardé ailleurs. Hein, moi, Alex, j'ai vraiment hâte de lire des livres d'histoire dans 20-30 ans pour voir l'impact qu'aura eu le fait que les alliés ne soient pas joints aux États-Unis dans la guerre en Iran. Parce que notamment au niveau de l'Europe, si on change un peu de théâtre, il y a deux causes du divorce. Pour les Européens, le divorce s'explique par les ambitions des États-Unis sur le Groenland. On n'a vraiment pas digéré le fait que Trump voulait avoir le Groenland. Du côté américain, dans les cercles MAGA, dans les cercles plus interventionnistes en politique étrangère, le divorce s'explique par la non-action des alliés en Iran. Parce que les Américains ont demandé de l'aide, Trump ne le dira pas comme ça, mais ils ont demandé de l'aide à plusieurs reprises, notamment pour ouvrir Hormuz. La Corée du Sud a dit non. Après, tous les pays européens ont dit non. Et on y a vraiment vu un manque de loyauté qui continue à alimenter la méfiance qu'on a envers les autres pays du monde. Et pendant ce temps-là, en politique intérieure, le taux d'approbation du président continue de décliner. Là, selon Reuters et Ipsos, on est à peu près à quoi? 33%. Ça, c'est un plancher. Un taux plancher, on est à son taux le plus bas de ce mandat-ci. On rejoint les taux les plus bas du premier mandat. En fait, c'est pas seulement sur la scène mondiale que ça va mal pour Trump. Même au sein des États-Unis, on l'approuve de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on l'approuve de moins en moins. Parce que les républicains ont quand même un atout traditionnel sur les démocrates, c'est le parti de l'économie. Là, selon Reuters, vous avez une proportion plus importante d'Américains qui font confiance aux démocrates pour gérer l'économie qu'aux républicains. Les seuls enjeux qui lui restent à peu près à Trump, c'est l'immigration, parce que là, effectivement, l'immigration illégale a fortement diminué, et l'ordre et la sécurité. Donc, ce à quoi on risque d'assister là, vers les élections de mi-mandat, on va tranquillement, pas vite, changer la lentille, changer de focus pour se concentrer sur l'immigration, sur les enjeux peut-être plus identitaires, plus culturels, parce que même la bataille économique, elle est difficile à livrer pour les républicains. Merci beaucoup, Georges. À demain, Alex. À demain.